jeune disait à ses amis que si la fonction de la présidence de l'Union africaine pouvait être occupée par tout militant qui milite d'une manière ou d'une autre pour une Afrique meilleure, et s'il avait été demandé à tout Africain de proposer un candidat à la présidence de l'Union africaine, j'aurais proposé le professeur Théophile Obenga. Un autre prit la parole et dit, moi j'aurais proposé le pasteur Serge Mbungu, auteur du livre « Maintenant l'Afrique ». Le troisième s'interposa entre les deux et dit, moi j'aurais proposé Alexis Bongo, avocat défenseur de l'Afrique, coordonnateur général de brigade spéciale. Un quatrième ami prit la parole et dit, moi j'aurais proposé John Nyong, ce jeune Sénégalais qui a fait ses preuves aux États-Unis aux côtés de l'ex-président des États-Unis, Barack Obama. Et aujourd'hui, John Nyong est sur ces terres d'Afrique. Il milite pour une Afrique économiquement forte. Enfin, le dernier entreprit pour dire, je ne suis pas contre vos souhaits, mais moi, j'aurais maintenu ma position. Celle du président, j'aurais proposé justement le président Félix Tshisekedi Antoine, actuel président de l'Union africaine, qui disait dans une de ses allocutions, art, patrimoine, culture, levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Il s'agit ici de l'Afrique que nous voulons. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui le 25 mai, journée mondiale de l'Afrique. Certainement, vous voudriez d'une Afrique, mais laquelle? Et donc ce soir, nous avons reçu pour vous le professeur Théophile Obenga pour une Afrique que nous voulons justement. Je ne suis pas seul, je suis Dixon Klaus, votre humble serviteur, animateur présentateur de l'émission Convergence et Révolution culturelle. Je suis accompagné de mon co-animateur Freshnel. Freshnel, bonsoir. Bonsoir Klaus. Alors, ce soir c'est une émission, on va dire, inédite. Est-ce que ici déjà tu peux présenter nos chers et éminents invités? Alors, je voudrais bien présenter le professeur Théophile Obenga parce que j'ai fait quelques recherches. Donc, il est né le 2 février 1936, ce qui revient à dire qu'actuellement, il a 85 ans. Et ensuite, il est égyptologue, il est linguiste, il est historien aussi. Et on le connaît comme un compagnon qui travaille dans la même lignée que Cheikh Anta Diop en ce qui concerne la valorisation de l'histoire de l'Afrique noire. Parce qu'il y a des peuples qui pensent que l'Afrique n'a pas d'histoire, mais ces deux, eux, ils soutiennent qu'il y a bel et bien une histoire de l'Afrique noire qui prend ses racines dans l'Égypte ancienne. Très bien. Alors, très rapidement, chers téléspectateurs, nous allons humblement accorder la parole au professeur Théophile Obenga, qui va s'exprimer pendant 30 minutes, nous le souhaitons vraiment, et ensuite, nous allons humblement accorder la parole aux différents invités que nous avons reçus ce soir. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Nous vous accordons la parole pour cette journée unique. Nous sommes le 25 mai, journée mondiale de l'Afrique. Il s'agit ici de l'Afrique que nous voulons et non celle que les autres veulent pour nous. Cher professeur, nous vous écoutons. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureux de me retrouver ici. C'est la journée, comme on dit, de l'Afrique. Et donc l'Afrique au niveau, disons, à l'échelle continentale. Donc il y a à peu près
il y a très longtemps, il y a à peu près un siècle, les Africains qui ont été déportés pendant l'esclavage avaient pensé que l'Afrique devrait s'unir. C'était vraiment impératif pour eux. Je pense par exemple à Marcus Garvey, qui est un Jamaïcain, qui disait que l'Afrique aux Africains. Après, les Kwame Nkrumah qui a été étudié à l'époque aux États-Unis, à Lincoln University, ils ont revenu avec ça en Afrique et ils ont vivifié, renforcé le panafricanisme. Et du coup, on a créé une organisation administrative qu'on appelait l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Et après, l'OUA a fait son temps, et puis on est passé de l'OUA à l'Union africaine. Bon, en réalité, que ce soit l'Union, que ce soit l'Organisation de l'Unité africaine ou l'Union africaine, ce n'était pas ça le but réellement de Kwame Nkrumah et des autres, de Jomo Kenyatta, de Nyerere, de Kenneth Kaunda, de Lumumba et de tant d'autres militants, surtout des Lutuli de l'ANC. Ce n'était pas de créer une structure administrative à Addis Abeba, telle que l'OUA et telle que l'Union africaine. C'est une structure administrative. Il voulait créer une structure politique. Parce que Kwame Nkrumah nous disait, ayez d'abord le royaume politique, tout le reste vient après. Donc, il fallait créer le but du panafricanisme réellement, est de créer un État fédéral à l'échelle continentale pour assurer la sécurité et la défense des peuples africains, assurer le contrôle et l'exploitation des richesses humaines et naturelles du continent africain, en priorité pour le bien-être des peuples africains. Et du coup, bâtir une Afrique, donc il faut des voies de circulation, aériennes, terrestres, maritimes, etc. Il faut nourrir l'Afrique, donc des grands pâturages d'élevage, de pêcherie, etc. Profiter des ressources forestières. Il fallait développer des instituts, des académies, des centres, des universités pour faire de l'Afrique quand même un continent de la modernité en déposant ici les sciences modernes, la technologie moderne. Bon, il fallait faire notre propre monnaie, hein, et il n'y a plus d'influence francophone, anglophone, lusophone, hispanophone. C'est l'Afrique. On est africain. On est citoyen africain. On n'est plus le terrain des zones d'influence des autres. Et c'est fini cette affaire-là, etc. Comme l'Europe n'a pas de zone d'influence, la Chine n'a pas de zone d'influence, l'étranger, les États-Unis ne sont plus une zone d'influence d'autres puissances. Donc il n'y a plus de zone d'influence, il n'y a plus de francophonie, il n'y a plus de France-Afrique, il n'y a plus de précaré, c'est terminé. Ça, c'est l'histoire du passé. Maintenant, l'histoire que nous voulons, c'est ça qu'on veut, la liberté, l'égalité. Bon. Ensuite, une fois qu'on faisait ça, on exploitait. Donc on était... Mais ce chemin est très difficile à faire, que l'Afrique soit... et puis on peut travailler avec le monde, dans le monde entier, on peut travailler en étant maître de ses richesses. Mais ce schéma est utile. Pourquoi? Parce que la souffrance est très longue. Ça fait pendant 500 ans, c'est-à-dire 5 siècles, 100 ans, 100 ans, 100 ans, 100 ans, 5 fois, les Noirs ont été vendus comme esclaves au Nouveau Monde. Esclaves. Donc un homme achète un autre homme, qu'il soit chrétien ou catholique ou protestant, il achète un autre homme. Comme on achète un poulet ou un bœuf, etc. On achète avec de l'argent. À $20, on achète un homme, il va là-bas, il travaille gratuitement. Donc pendant 5 siècles, il travaille le blé, le soja, la pomme de terre, etc. On ne le paye pas. Il n'est pas un seul centime, il n'est pas payé du tout. Un esclave n'est pas payé, il travaille gratuitement. Donc ce travail a fourni la bourgeoisie
capitaliste occidentale. Et cette bourgeoisie a fait la révolution industrielle, a fait les banques, les chemins de fer, les universités, s'est développée. Donc, au fond, le travail gratuitement de l'Afrique a bénéficié à construire l'Europe moderne. Preuve que la partie de l'Europe qui n'a pas eu l'esclavage, qui n'a pas eu la colonisation, cette partie de l'Europe sort à peine du Moyen-Âge aujourd'hui. La Pologne, l'Autriche, l'Ukraine, etc. C'est des pays, à part les quelques capitales comme Prague, etc., Varsovie, mais les pays vivent encore dans le Moyen-Âge. Ils n'ont bénéficié de rien du tout. Ils sont encore dans le Moyen-Âge. Ils sortent à peine du Moyen-Âge. Dans leur campagne, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas d'électricité, ils ne connaissent pas ça. Mais la partie de l'Europe qui a bénéficié du travail gratuit, de l'Espagne jusqu'en Suède, du travail gratuit des Noirs pendant 5 siècles, ils ont bénéficié, ils ont créé un capital moderne, le capitalisme, ont créé ça. Voilà. Donc, au fond, l'Europe n'acceptera jamais, l'Occident n'acceptera jamais que l'Afrique soit indépendante. Ils font l'assassinat, ils font la prison. Kwame Nkrumah était en prison, il n'a rien fait. Mandela a fait presque 30 ans en prison, il n'a rien fait. Jomo Kenyatta était en prison, Kenneth Kaunda était en prison, Lumumba était en prison avant qu'on le tue. Voyez-vous? Donc, Oumnobi on l'a tué, Félix Moumi, on l'a tué, partout Boganda a été tué systématiquement. Tous ceux qui veulent lever la tête pour sauver l'Afrique, ils sont ou isolés comme Kwame Nkrumah, ou mis en prison, ou des coups d'État comme Kwame Nkrumah, etc. etc. C'est ça qu'on a fait, on a tué Cabral, etc. Et systématiquement. Et Sankara, le dernier. On a tué Sankara, le dernier. Ils ne veulent jamais qu'on parle de l'indépendance, de la liberté, de l'égalité, du développement de l'Afrique. Il faut faire des compromis, il faut attendre, c'est trop tôt, c'est pas trop, il faut faire des choses comme ça. Là. Et du coup, on ne va pas se développer. Bref, ce qu'il nous faut, c'est qu'il faut créer une puissance politique africaine. Le monde est comme ça. Là. Voyez-vous, je vais vous donner un exemple très rapidement. Franklin avait à peu près 80 ans. Benjamin Franklin, qui était un physicien, c'est celui qui a fait le paratonnerre aux États-Unis. Il a pris des jeunes gens qui avaient 28 ans, comme Jefferson, qui sera président. Washington avait à peine une quarantaine. Et il a pris Madison, qui avait 30 ans, Hamilton, qui avait 33 ans. Il a regroupé ces jeunes autour de lui. Il faut faire une constitution de la Confédération des États-Unis d'Amérique. Ils ont créé donc la Constitution. Ceux qui adhèrent à cette Constitution-là forment du coup l'État fédéral. Et l'État fédéral était créé au début avec 13 États seulement. Aujourd'hui, les États-Unis en ont presque une cinquantaine. 13 États seulement. Et d'autres avaient des réticences, bien sûr, notamment le sud esclavagiste. Demander à la Géorgie de quitter aujourd'hui les États-Unis, ils ne vont pas quitter. Demander à la Caroline du Sud de quitter les États-Unis, ils ne vont pas quitter. Mais il y avait des réticences. Et ce sont des jeunes gens de 30 ans, de 28 à 30 ans, qui ont créé ce que nous appelons les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Ils ont dit qu'il faut créer les États-Unis dès maintenant. Pourquoi? Parce qu'on peut diriger le monde, on peut être puissant, et ainsi de suite. Après la longue marche aussi, de 1934, 35, 36, la longue marche de Mao Tse-tung, quand on a installé le pouvoir communiste à Pékin, bon, et ils ont gardé l'empire, c'est-à-dire un espace immense, avec une grande population. Donc, au fond, une espèce de fédération aussi, une puissance, une géographie. Et aujourd'hui, les Chinois exploitent leurs richesses naturelles, leurs richesses humaines, etc. Ils se développent, ils adoptent la science contemporaine et ils se protègent maintenant. On ne va pas aller les coloniser, on ne va pas aller les dominer. Ils discutent dans le monde maintenant. Mais nous, on peut... les ports africains de l'Atlantique appartiennent à M. Bolloré, à un individu. Il fait ce qu'il fait avec. Bon, on peut être violé à tout moment, de n'importe quel côté, soit par les airs, par mer, par terre, etc. On est trop fragile. Bon, vous avez les richesses. Le diamant, le cuivre, la bauxite, l'uranium, le pétrole, le bois, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez l'intelligence. Vous savez que l'Europe, le continent africain, au moins en superficie, au moins 3 fois l'Europe entière. L'Europe a peut-être 10 millions de kilomètres carrés. L'Afrique en a peut-être 32 millions de kilomètres carrés.
Et l'Afrique dont nous parlons est plus peuplée que l'Europe entière. L'Europe a peut-être 700 millions d'habitants. L'Afrique aujourd'hui a près de 950 millions d'habitants. On est même plus nombreux que les Européens. Alors, et on est plus riche. Bon, on ne fait rien, on ne fait que le bonheur des autres. Mais c'est une malédiction en quelque sorte. Mais comme il n'y a pas de mal, il y a la réflexion, il faut se battre, il faut se serrer les coudes. Il y a toujours des problèmes, les obstacles entre nous. Et ça, il faut voir, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Il y a des problèmes toujours entre nous, des problèmes de ceci ou cela, il y en a toujours. Mais il faut voir l'essentiel. Si nous ne faisons pas attention, vous verrez que quelqu'un qui est à Paris, qui n'est pas malien, qui n'est pas citoyen malien, hein, mais il y a des choses qui se passent en Mali, il y a du désordre peut-être, mais il commence à crier qu'il faut des tuer, cibler, hein, il faut faire ceci ou cela. Et la CEDEAO ne dit rien, et l'Union africaine ne dit rien. C'est quelqu'un qui, depuis Paris, se met à crier en disant que c'est comme si les choses se passaient en Corée du Sud, et puis un gars, le président de la Gambie, commence à dire, si vous ne faites pas attention là-bas, en Corée du Sud, moi je vais intervenir. Je vais vous sanctionner, je vais faire ceci ou cela. Donc au fond, vous êtes ces sujets, vous êtes des victimes. Est-ce que c'est possible? Quelque chose se passe en France, hein, en bien ou en mal, des choses comme ça, et quelqu'un qui habite l'Écosse va dire que si vous n'intervenez pas... Mais vous voyez que l'esclavage continue, non? L'esclavage pur continue. C'est même inélégant de le dire, hein, ces gens-là. C'est même inélégant. C'est même un orgueil mal placé. C'est vraiment indécent. C'est choquant même de dire des choses comme ça, de traiter encore des Africains comme des singes, des bêtes, pas de respect, pas de choses comme ça. On peut pas... Et le monde entier entend cela. Hein? Donc on est comme des pauvres diables. Vous vous bagarrez entre vous. La famille, ben, c'est malheureux. Bon, on règle ça en famille. Hein? On règle ça en famille. C'est pas un type qui quitte Kamtchatka là-bas et vient régler tes problèmes avec ta femme et toi et ta femme, viens régler là-bas. Qui quitte la Géorgie, vient régler tes problèmes. Voyez-vous, cette arrogance est continue. L'Afrique n'est pas aimée par aucun Occident. Aucun occidental n'aime l'Afrique. Aucun. Ils ont beau faire la France avec les francophonies, c'est du cinéma. Oh, ils n'aiment pas l'Afrique. Vous ne le comprenez pas assez. Il n'y a pas de mauvais de construire sa maison, de faire avec ça. On peut faire maintenant. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas criminel. Mais tel que nous restons esclaves, comme ça, là, même des gars qui ont moins d'expérience, il y a même un manque de respect total. Manque de respect total des Africains. Si on fait ça au Mali, mais c'est la même considération au Tchad, la même considération dans tous les autres pays. Mais est-ce que vous ne comprenez pas ça encore? On vous humilie à chaque seconde, et puis on ose accepter ça à chaque seconde. Mais enfin, quand même, c'est pas normal. Hein? Les intellectuels ne disent rien, les associations ne disent rien, les partis politiques ne disent rien, les chefs d'État ne parlent pas, la fameuse Union africaine ne parle pas. D'ailleurs, il ne peut pas parler parce qu'il reçoit l'argent de l'Union européenne. Tu as déjà vu une association politique ou administrative de l'Asie recevoir l'argent gratuitement de l'Union européenne? Il n'y a que nous à le faire. Donc on veut être esclaves nous-mêmes. Ce que d'ailleurs un ami de Montaigne, Étienne la Boétie, appelait la servitude volontaire. Donc tu veux être volontairement esclave. C'est ça qu'il s'appelait. Il a écrit son livre, il avait 18 ans. Il écrit ça en 1548. C'est-à-dire, tu veux être volontairement esclave. La servitude volontaire. Et pas de révolte, et on te donne des petits chocolats, des petits bonbons, et tu t'en contentes, etc. Mais jusqu'à quand les Africains n'ont pas assez souffert? L'esclavage, c'est pas assez? La traite négrière, c'est pas assez? La colonisation, c'est pas assez? Et aujourd'hui, on fait quoi? Les traités, les accords, les choses comme ça. On est endetté, on se moque de vous, les pays les plus pauvres. On n'a aucune voix sur le plan international. Le Conseil de sécurité vous ignore totalement. Hein? Le commerce mondial, on t'exclut. Hein? On n'a pas le nucléaire. Quant à l'espace, on n'en parle même pas. Donc, on vous appelle même les pays de la merde, pour être franc. C'est-à-dire les pays qui sont dans le rebut. On rejette le rebut. C'est les pays qui sont à jeter. Mais enfin,
Mais les gens sont moins francs de le dire que vous êtes les pays de la mer. Au moins ça c'est franc. Les autres n'en pensent pas moins, il faut même pire que ça. Alors, jusqu'à quand comprendrons-nous les choses? C'est pas méchant, c'est pas aller en guerre, ce n'est pas une violence, c'est simplement un droit de la détermination d'être ce qu'on veut être et de se faire respecter dans ce bas monde. Si on ne fait pas ça, on se contente des petits trucs de la gloriola, une fois passé, etc. On végète, on a connu tous les régimes. On végète en Afrique. Il y avait père de la nation. On a connu ça, non? Les pères de la nation. Ils sont plus, il n'y a plus de pères de la nation. Ils ont laissé les nations dans quel état, etc. Ils ont laissé l'Afrique dans quel état. On a connu toutes ces choses-là. Donc, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est le panafricain, l'État fédéral. C'est la seule solution. C'est difficile à faire, mais l'Afrique peut le faire. Et puis, quand l'Afrique va le faire, vous verrez que le changement. Mais ça sera difficile parce que l'Occident va dissuader, va boycotter, va faire des complots, va faire l'assassinat. Et va intervenir, comme il crie depuis Paris, pour ce qui se passe au Mali. C'est leur comment dire ça, c'est leur manque de pudeur même de le faire. C'est la politique qui exige quand même un peu de pudeur. On ne peut pas crier comme ça à déjà des adultes africains. On ne respecte même pas l'Afrique. C'est un manque de respect. Mais vous ne voyez pas ça? C'est même une injure. Mais enfin, jusqu'à quand on va continuer à subir ces choses-là? Hein? Au nom de quoi? Hein? Réveillez-vous quand même. Prenez des risques. Il y en a qui sont morts. Mais si on est mort, au moins quand même pour quelque chose de glorieux, Lumumba a donné son sang. Les Kwame Nkrumah étaient en prison. Sékou Touré en a bavé. Hein? Cabral l'a tué à bout portant à Conakry. Hein? D'accord, cher professeur. Nous avons sur ce plateau des invités qui ont prévu des questions à vous poser. Donc rapidement, nous allons accorder la parole au coordonnateur général d'abord, Alexis Bongo, l'avocat défenseur de l'Afrique. Voilà. Oui, merci Dixon, mais la situation est tellement solennelle, tellement compliquée, la journée mondiale de l'Afrique, après que le professeur ait parlé, c'est très difficile d'avoir quelque chose à dire, d'autant plus que le monde entier nous suit. Je préfère botter en touche là où il y a Serge Mbungu, voilà. Ouais. Monsieur Afrique, écrivain, panafricaniste, pasteur, peut-être que lui, il va trouver quelque chose comme une question, quelque chose à dire. Mais en tout cas, je lui fais la passe. Merci, mon frère Alexis Bongo et à toute la maison d'IRTV. Comme l'a dit monsieur des productions qui est arrivé tout à l'heure ici, avant que la scène ne commence. Monsieur Clévert. Voilà, c'est un honneur que vous nous faites d'être aux côtés de cette icône de l'intelligentsia africaine, pour ne pas dire universelle. C'est un honneur et chaque fois que nous en aurons l'occasion, nous ne manquerons pas de nous afficher parce que c'est beaucoup d'Africains qui auraient souhaité être aux côtés de cette grande figure de l'histoire africaine, surtout en ce jour symbolique, le 25 mai, qui est consacré à l'Afrique. Bon, nous avons écouté le discours du professeur et c'est avec beaucoup d'impuissance, naturellement, parce que chaque fois qu'il parle, il donne l'impression de n'avoir pas été suivi par toute une génération, puisqu'il a interpellé la jeunesse africaine à travers l'histoire des États-Unis d'Amérique. Si j'ai bien suivi, ce sont les jeunes qui ont appelé à l'Amérique fédérale. Donc l'Union des États-Unis d'Amérique a été l'initiative de la jeunesse. Et un jour, j'ai suivi un ancien de ce pays dire: nous avons fait notre histoire, c'est aux jeunes maintenant de faire la leur. Et ils sont nombreux à travers les 54 pays africains à suivre cette interpellation du professeur Obenga. J'ai envie de lui poser cette question: pourquoi
il y a comme cette cassure entre cette grande lutte que vous avez menée, alors de haute main, il faut le dire, aux côtés du professeur Cheikh Anta Diop que vous avez évoqué, et les générations qui ont suivi. Est-ce le fait de l'impérialisme occidental, peut-être qu'ils ont, à travers les programmes éducatifs, etc., si c'était le cas, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait repartir justement à ce niveau de responsabilité pour relever le défi du renouveau africain, professeur? Je crois que vous avez tout à fait raison. Par exemple, l'UNESCO, au temps du professeur Mokhtar Mbow de Dakar, quand il était directeur général de l'UNESCO, ils avaient un projet, on a écrit l'histoire de l'Afrique en 8 volumes. En 8 volumes, au plan international, donc assez objectivement. Et il restait que les Africains, les pays africains, le livre existe en français, en anglais, en arabe même, mais en kiswahili aussi, je crois. Donc il restait que les pédagogues, que les pédagogies africaines prennent ce livre et le simplifient et fassent des manuels, qu'on enseigne donc l'histoire du continent africain à toute l'Afrique, à toute la jeunesse africaine. Mais il y a des difficultés aujourd'hui à ce que l'UNESCO poursuive ce travail de simplifier les ouvrages et avec l'aide des États africains, de simplifier. Ça devrait relever les consciences. Parce que ce qui manque le plus, c'est la conscience historique. Les animaux ont peut-être la mémoire, peut-être, mais ils n'ont pas de conscience historique. Seul l'être humain a la conscience historique. Il sait lire plus ou moins le passé et il peut décrire la situation actuelle et il a la capacité intellectuelle, culturelle de projeter l'avenir, même flou, de projeter, de faire une perspective, de projeter l'avenir. L'être humain peut le faire. Donc, rapidement aussi, si on loupe, ça peut louper, hein, c'est la faute de personne. Le général Simon Bolivar, d'où le nom Bolivie, et il était le libérateur de l'Amérique latine. Au congrès de Panama, il a dit aux pays, aux États-nations de l'Amérique du Sud là, de faire aussi une fédération de l'État de l'Amérique latine, fédération. On est tous des catholiques, des chrétiens, on parle tous plus espagnol, même le portugais, le Brésil parle portugais, mais c'est voisin. On est tous pareils, etc. Il y a beaucoup de chances de réussir notre fédération. Bon. Il y a eu le rejet du projet de Bolivar au Congrès de Panama. Et aujourd'hui, aucun pays, et pourtant l'Amérique latine est plus riche, et ils ont la forêt, ils ont l'Amazonie, ils ont toutes les forêts, le pétrole, ils ont des richesses plus que même l'Amérique, les USA. Mais comme ils ont loupé la fédération, hein, par chacun pour soi, etc. Et aujourd'hui, dans le monde, on s'en fout d'eux. On les connaît quand il y a les problèmes de drogue au plan mondial, au plan international. C'est des narcotrafiquants, c'est comme ça qu'on les appelle, les narcotrafiquants. Autrement, ils ne comptent pas. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être quand il y a le football, hein, les Brésiliens ou les Argentins au tas de Maradona, peut-être. Mais autrement, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Ils ne représentent rien au plan mondial. Ils ne représentent rien au plan international, ni militairement, ni techniquement, ni intellectuellement, ni culturellement, ni encore moins politiquement. Politiquement, il n'y a rien du tout. Parce qu'ils ont loupé. Ces choses-là, il ne faut pas louper. On vous dit depuis longtemps, faisons l'État fédéral. Il y a les juristes qui peuvent faire. Il y a des règles de jeu. C'est un État démocratique et républicain, etc. Bon, on ne veut pas le faire. Parce que, mais les Africains qui viendront dans un siècle, nous ne serons plus là. Aucun de nous qui vivent aujourd'hui sera là. Dans un deux siècles, ils seront esclaves. Ils seront encore esclaves. Parce que nous, on a hésité. On n'a pas voulu faire. On a eu peur de le faire. Et ils vont payer, à moins qu'ils soient encore recolonisés. Parce que le monde est méchant. Il n'y a pas de fraternité, d'égalité. D'ailleurs, disent maintenant actualité. Ils ont barré le mot égalité, tu vois. Donc, au fond, puisque vous avez les richesses, hein,
L'Europe en question, il n'y a plus de bois. Ils n'ont pas de forêt, ils n'ont pas de mines, ils n'ont pas de diamants, ils n'ont pas d'uranium, ils n'ont pas d'hydrocarbures, il n'y a rien du tout. Même le Brexit, c'est quoi? C'est que l'Angleterre ne veut pas qu'on ait pêché ses poissons. Voilà, ils disent c'est les poissons, l'eau appartient à mes poissons. Je ne veux pas que les autres viennent pêcher ça. Voilà pour qu'ils sortent du Brexit, pour leur faire d'autres lois, c'est tout. Ils n'ont plus rien du tout. Même le charbon, c'est fini. L'Europe n'a plus rien. On va vers l'intelligence artificielle, vers les technologies, des choses comme ça. Mais ils n'ont plus rien, il n'y a plus de ressources naturelles. Il n'y a plus rien du tout. Donc ils viendront prendre ça en Afrique. Ils vont vous donner quelques miettes pour faire ceci, c'est pour tromper les gens. Et après, bon, ils vont vous coloniser, ils vont tout exploiter, ils savent comment faire, et ils prennent ça même, le coltan gratuitement, sans qu'on s'en rende compte, etc. Et puis, bon, après, bon, si ces matières s'épuisent, qu'est-ce qu'on va devenir? Ils vont vous laisser. Donc, je crois que le pasteur Lewis a tout à fait raison. Il faut l'éveil de la conscience, il faut l'éveil culturel, l'éveil de la conscience historique. Or, aujourd'hui, la conscience historique africaine n'existe pratiquement pas. Il faut la conscience. C'est ça qui fait la différence entre l'être humain et l'animal. La conscience, la raison, la réflexion. C'est ça, c'est fondamental. Et s'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de conscience historique, on a beau faire, on restera dans les slogans militants, mais on n'avancera pas, on ne prendra pas de risques, etc. Et sans risque, il n'y a pas d'avenir pour nous. Et je vais encore rebondir sur... oui, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'avenir. Est-ce que cette peur de la conscience politique, professeur, n'est pas justifiée? Puisque vous l'avez dit, les hommes d'État qui ont essayé de prendre des risques, vous avez évoqué le cas de Cabral, le cas de Lumumba. Bon, est-ce que ce n'est pas une peur justifiée? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour surmonter cette lacune, professeur? Oui, mais ceux qui restent dans l'histoire, ceux qui ont eu peur, même aujourd'hui on ne les connaît pas. Hein? Et ceux qui ont eu peur de faire, d'agir, de parler, on ne les connaît pas. Mais ceux qui sont levés debout et ont parlé et ont été tués, c'est eux qui habitent de part en part la mémoire africaine. Kwame Nkrumah ne sortira jamais de la mémoire africaine. Jamais. Pourtant, il en a subi. Jomo Kenyatta ne sortira jamais de la mémoire africaine. Encore moins Julius Nyerere. Et ils ne sortiront pas de la mémoire africaine. Mandela ne sortira jamais de la mémoire africaine, ni les Steve Biko, ils ne sortiront pas. Lumumba ne sortira pas de la mémoire africaine. Sankara ne sortira pas de la mémoire africaine. Donc, au fond, même s'ils sont morts, leur souvenir, leur vision, leur idéal habite toujours les Africains. Toujours, c'est ça qui est là. Habite toujours. Et ceux qui avaient peur pendant que, etc., qui ont fait des compromis, et même la jeunesse africaine ne le regarde même plus aujourd'hui. Aujourd'hui, 95% de la jeunesse africaine est branchée sur l'État fédéral africain. Il est temps de le faire. Et celui qui le fera va rentrer dans l'histoire, etc. L'Afrique va le protéger. C'est ça le plus important. Vaut mieux être aimé dans la mémoire africaine, vaut mieux rester dans la mémoire africaine, parce que vous ne resterez même pas dans la mémoire de l'Occident. Aucun Africain qui va donner tout à la France ne restera dans la mémoire française. Il n'était même pas à la mort de Senghor, qui était académie, tout ça là, il n'était même pas à la mort, à l'enterrement au funérailles de Senghor à Dakar, et la France n'était pas présente. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. On pourrait leur faire plaisir. Ils ne viennent pas quand il n'y a plus rien à gagner. Ils ne viennent pas. Donc, à force de leur faire plaisir, de faire des compromis, de les adorer, et ils ne vous adorent pas. C'est instinctif. Ils ne vous adorent pas. Ils vous respectent peut-être parce que vous êtes là, mais dans le fond, ils disent ces nègres-là, est-ce qu'ils ne comprennent pas qu'on les méprise, qu'on les domine, qu'il y a les gémeaux? Est-ce qu'ils ne comprennent pas? Mais s'ils ne comprennent pas, tant pis pour eux. Nous, on fait nos intérêts. Ils n'ont qu'à sauver leurs intérêts. Donc, ce n'est pas une affaire de guerre, il faut qu'on comprenne. Ce n'est pas une affaire de passion, ce n'est pas une affaire de va en guerre. C'est simplement affaire d'humanisme. Je suis libre, je vais être libre, il n'y a aucun crime à le faire.
Je veux que l'Afrique soit libre, que l'Afrique soit une Afrique puissante, qu'une Afrique économiquement puissante, une Afrique de liberté. Ce n'est pas criminel de le vouloir. C'est ça que nous voulons. Et puis on est fraternel avec toutes les autres humanités. C'est des frères, on va collaborer. Il y a soit les Chinois, les Coréens, les Russes, les Français, les Allemands, etc., les États-Unis, les Américains, les Brésiliens. On est tous des hommes, on est des frères. On peut toujours travailler, mais la manière dont l'Occident conduit l'humanité, c'est une manière égoïste et arrogante. Et puis, il y a même de pudeur. C'est trop, quoi. On ne peut pas accepter ça aujourd'hui au XXIe siècle. D'accord, professeur. Alors, moi, je voudrais aussi poser une question, mais d'abord, à vous entendre parler dans votre discours, c'est comme si il n'y a pas d'espoir. C'est comme si l'Afrique est un continent enfantin, puisque il ne fait que subir ce que les autres lui imposent. Il est là comme un enfant qui ne fait que demander. Or, aujourd'hui, par rapport à notre terme, nous, la jeunesse, nous avons dit l'Afrique que nous voulons. Nous avons nos aspirations, nous voulons cette liberté, nous voulons une Afrique pour nous, une Afrique qui nous sera profitable. Alors, la question que je veux vous poser, c'est est-ce que cette malédiction dont vous avez cité, ce n'est pas du fait que on n'avait pas arraché notre indépendance, c'est-à-dire on a demandé ça et on nous a donné ça à leur façon. Ça ne s'est pas passé comme en Algérie où ils se sont mis debout, ils ont combattu l'envahisseur et chez eux au moins, par rapport à chez nous ici, ils sont quand même un peu développés, ils sont quand même un peu libres. Alors, est-ce que c'est ça la cause de nos liens? Est-ce que c'est le fait que on a tendu la main, on a demandé notre liberté au lieu de l'arracher par la force comme les autres l'avaient fait? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que nous serons toujours comme des enfants? Oui, je crois que tout tourne autour de Gaulle. Je vais expliquer rapidement. De Gaulle est un général, un militaire. Il est très stratège. Très stratège. L'Afrique, la France est battue, occupée, ce qu'ils appellent l'occupation, par l'Allemagne nazie, par les troupes d'Hitler. Ils quittent même Paris, ils sont à Vichy avec Pétain. Et De Gaulle n'accepte pas ça, il va à Londres. Et les militaires de Vichy se réunissent et condamnent à mort par contumace le général De Gaulle. Il est condamné à mort par désertion de l'armée française. Il est condamné à mort. Il dit que je s'en fout. Il a pris le risque, il part à Londres. Il fait son discours là-bas pour le rallier. Il vient en Algérie. Il y a plus gradé que lui. Il ne se plaît pas, il ne se trouve pas à l'aise. Il quitte l'Algérie, l'Alger. Il va à Dakar. Là-bas, il n'est plus à l'aise non plus, il ne se sent pas bien. Et il vient à Brazzaville. Il fait de Brazzaville, ici au bord du fleuve Congo, la capitale de la France libre, de la France combattante. Et il rallie sa troupe, etc. Et il appelle un jeune militaire, le colonel Philippe de Hautecloque Leclerc. Il l'appelle, il lui trace un plan. Il dit, tu vas libérer Paris. Tu passes par le Tchad, Koufra, tout ça, tu vas aller libérer Paris. Et Hitler libère Paris. Avec qui? Il n'y a pas d'armée française. Ils sont à Vichy. Il n'a pas un militaire français avec lui. Il libère Paris avec des Noirs, que vous appelez tirailleurs sénégalais ou tirailleurs africains. Il libère Paris. Montrez-moi les documentaires de la libération de Paris. Ils ne veulent pas montrer ça parce qu'on ne verrait que des Noirs. Il y en a quand même. Mais on va une petite jeep qui passe avec un petit caporal, là, il n'y a rien du tout. Mais c'est quand De Gaulle rentre dans Paris, avec le clerc à côté, quand il dit Paris martyrisé, Paris meurtri, Paris ceci ou cela, c'est en ce moment qu'on voit le film documentaire. Parce qu'il n'y avait pas d'armée, c'est Vichy, donc c'est Vichy qui a libéré Paris, c'est Vichy qui a libéré Strasbourg, c'est Leclerc qui a libéré.
Paris avec les Noirs. Bien sûr, en même temps Strasbourg avec les Noirs. Il n'y avait pas d'armée française. Elle était où? Elle était à Vichy. Il n'y avait pas. Qui était, sinon De Gaulle n'aurait pas besoin de Leclerc, de le faire venir à Brazzaville. Il pouvait les former ici. Les anciens combattaient, etc., etc. Donc, vous voyez le mensonge historique déjà. Hein, on veut croire qu'ils ont libéré Paris. Moi, je veux bien, mais qui a libéré Paris? Ils avaient fui. Paris était occupé. De Gaulle avait fui, il n'y avait rien. Il y avait que même Jean Moulin, il était à Lyon là-bas. Hein, et la résistance à Lyon. Ce n'est pas la résistance qui a libéré Paris. C'est Leclerc, le colonel Leclerc qui a libéré Paris. Et De Gaulle est rentré en venant d'où? Il venait en venant de Brazzaville. De Gaulle est parti marcher sur Paris, sur les Champs-Élysées, en venant de Brazzaville, en partant de Brazzaville. C'était la capitale de la France libre. Voilà l'histoire, etc. Même quand le président de la République s'assoit, a fait ça, ça a fait de Gaulle, ils ne sont même pas venus. Ils ne sont même pas venus parce qu'il y a un mépris du noir. Ils ne sont même pas venus. Ils ont envoyé le ministre des Affaires étrangères qui a parlé vaguement de ces choses-là. Ils sont irrespectueux. Voilà. Donc, au fond, De Gaulle, quand il a libéré Paris, il a une vision, c'est la grandeur de la France. C'est ça qui l'intéresse, pas autre chose. Parce qu'il faut avoir une vision politique. Il est stratège, la grandeur de la France. Il écrit au président américain, hein, il dit « Je quitte l'OTAN ». Il écrit, dit, c'est fini, la France n'est plus membre de l'OTAN. Je quitte l'OTAN. Je ne vais pas obéir à l'armée américaine. Il y a l'armée, on va faire l'armée française. Il quitte l'OTAN. Les députés élisaient le chef de l'État. Aujourd'hui, il y a la majorité, on est président de la République. Demain, il y a la majorité renversée. Ça dure même parfois 24 heures seulement. Il a dit, pas question. On fait le vote au suffrage universel direct, qu'on élit la 5e République. Hein? C'était impossible, c'était qui croyait. On dit c'est difficile de faire, on peut organiser tel... Il a fait ça. Donc le président est élu au suffrage universel direct. Nous copions ça. C'est De Gaulle. Ensuite, il a dit que les Américains ont lancé une bombe à Hiroshima et Nagasaki. Le monde a changé. Ce n'est plus les Pemaka. Il faut faire la bombe nucléaire française. Ils ont commencé à faire les essais en Algérie. Ils ont encore des contentieux aujourd'hui. Oui. Après, ils sont partis en Polynésie. Ils ont une force nucléaire qui a fait la force nucléaire de la force nucléaire de la France. Cette force-là, qui l'a constituée? C'est De Gaulle. Ce n'est pas les autres là, c'est De Gaulle. C'est lui qui a fait ça. Et quand De Gaulle a fait ça, a fait la constitution, a changé, il a dit maintenant, attention, au lieu de faire des guerres au Vietnam, des guerres en Algérie, des guerres partout, là, allez voir les Noirs là, qu'ils aient le doute de détermination, qu'ils gèrent leurs affaires, et les lois cadres, on a fait, bon, qu'ils veulent l'indépendance, ils prennent. Sékou Touré dit qu'il préfère l'esclavage que de manger le beurre dans l'esclavage. Tu vois, il a pris son indépendance. Bon, les autres, De Gaulle a donné l'indépendance, mais il a donné l'indépendance pour que vous soyez dans la francophonie, dans la France-Afrique, dans la communauté, ils appelaient ça autrefois comme ça, dans la communauté française, franco-française, dans la communauté. C'est-à-dire, pour avoir toujours les intérêts du pétrole au Gabon, de l'uranium, de ceux-ci, ceux qui exploitent toujours ça, presque gratuitement. Donc il a gardé cette... vous avez donné l'indépendance, vous avez un palais maintenant, vous avez les motards, vous avez le trésor public, s'il existe. En fait, il a donné la liberté et non l'indépendance. La liberté, oui, vous avez de nos corps. Vous avez vos députés, vous pouvez nommer vos présidents, vous avez vos préfets dans vos villages, vous avez vos maires, vous voulez quoi encore? Vous avez vos histoires, vous gérez, mais l'essentiel, vous ne contrôlez pas. Le pétrole est loin au bord, dans la mer là-bas, laissez ça tranquille. Et des choses comme ça, et tout ça qu'on fait là, les ports, donner les ports à Bolloré, laissez ça tranquille. Des choses comme ça, vous faites danser là-bas, faites vos trucs, dansez là-bas, mais ne vous mêlez pas des choses qui ne vous regardent pas. Voilà ce qui nous arrive. De Gaulle est un stratège. Tu vois? Bon, en Afrique, on manque peut-être de stratèges. Hein? De stratèges qui dit que voilà la situation à faire, et puis on suit, et puis on arrive à un résultat. Bon, c'est ça le problème. Au fond, il n'y a pas de fatalité. Bon, on peut échouer, hein, et d'autres Africains, pendant des siècles encore, parce qu'il y a l'humanité, le soleil ne va pas s'éteindre demain.
Donc, on aura des Africains qui seront encore comme nous. Je crois qu'ils vont réagir parce que le monde va changer. La Chine, l'Asie va changer, l'Europe va changer, l'Amérique va changer, tous les pays vont changer. Va changer. Hein? L'Afrique aussi va changer, même si nous sommes incapables de précipiter les changements aujourd'hui. Ça va venir. On ne peut pas rester comme ça à regarder le fleuve comme les Sépangers et à regarder le fleuve comme ça dans la forêt. C'est des histoires. Donc, au fond, il faut être aussi solide. Il ne faut pas faire trop la flatterie. On flatte, on crée, et ça fait l'hypocrisie, ça fait mielleux. On n'a pas besoin de flatter quelqu'un. On ne flatte pas un président. On respecte un président parce qu'il incarne la souveraineté nationale. On respecte ça. On ne le traîne pas dans un subjectisme très fade. Mais est-ce que le président, doit flatter aussi le peuple? Il semble que les présidents africains, ils ont des bons discours, mais ils ne réalisent pas ça. C'est aussi de la flatterie de leur part. Bon, ça, c'est à vous de juger, mais je crois que le problème n'est pas tellement qu'on fasse les discours, qu'on fasse ceci. Moi, quels sont les objectifs qu'on se fixe? C'est ça qui est le plus important. Quels sont les objectifs grands, immenses, qu'on se fixe réellement? C'est ça. Moi, on appelle ça programme ou de société, des mots convenus. Hein, c'est très convenu. C'est comme si ça donnait... Tandis qu'on dit objectif, atteindre, il y a une autre mobilisation intellectuelle. Et quand je dis programme, bon, c'est déjà là que tu le fasses ou pas. Voici le programme, c'est très doux. Mais quand on a des objectifs, et ça, c'est des objectifs à atteindre. Parce que quand vous au combat, quand une armée va au combat, l'armée n'a pas un programme dans le combat. L'armée a des objectifs. Il faut atteindre tel objectif. Il faut arriver à tel endroit, il faut bombarder telle cible. C'est des objectifs. Ce n'est pas des trucs vagues intellectuels. Voilà, c'est ça le problème. Donc, nous n'avons pas d'objectif. C'est-à-dire des choses impérativement à faire. C'est impératif. C'est un objectif. Si tu loupes l'objectif, tu loupes l'essentiel. Ce n'est pas vaseux. Voilà. Tout le reste est vaseux. Bon, c'est en content. Bon, on fait comme ça. C'est une manière de faire. C'est peut-être l'étape qu'il exige, etc. Bon, il faut être indulgent, il faut pardonner. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la mort. Bon, ces choses-là, ça se fait quand elles sont mûres. Quand les choses ne sont pas mûres, bon, quand la femme ne peut pas mettre au monde à 3 mois de grossesse, hein, elle attend 7 mois ou 9 mois, normalement. Donc, les choses aussi arrivent à maturité. Et il ne faut pas désespérer. Le tout est de ne pas cesser le discours panafricaniste, de le tenir toujours en alerte, toujours vivant, toujours partout, à temps et à contre-temps. C'est ça d'ailleurs que dit Saint Paul, hein, dans certains évangiles. Il faut prêcher à temps et à contre-temps. C'est ça, répandre la parole du Christ. Oui. Alors, professeur, il y a Madame Pelekadian qui a ses questions aussi. On va l'écouter. Mbote professeur. Mbote na yo mama. Vraiment mukola lelo na sepeli kovanda pembeni na yo po na tango toza kokola tozo kotala kaka na babuku pe totangaki kaka. Mais lelo kovanda pembeni na yo po na ngai ali nakokisa eloko moko ya monene po naza kosuite na vi na ngai. Mais koyoka yo koloba ozoloba monoko bapaya kitoko pe koloba na yo ozo sentir vraiment pasi eza makasi na motema kotala bambula yo komi nango toyebi te nini nzambe azo réserve biso mposano yali mboka oyo échange motuna na ngai yali mboka oyo ekechange ndenge nini mpona nani baklasse totangi koyokola monoko ya bapaya fimbo yaki na mokongo bakobeta biso mpona koyokola monoko ya bapaya me monoko na biso moko toyebi kokoma yango te toyebi kotanga yango te me avenir oyo boye tozoninga lobi bana na biso bakontinue babunda mpona mboka oyo bakobunda yango na monoko ya bapaya déjà monoko wana ezomema complexe makasi na kati na bana na biso mpe na éducation na biso. Quelle culture tokopia bana na biso tango tozotangisa na baklasse monoko ya bapaya mpe
bakambo ya bapaya au lieu que totangisa bango ya mboka na biso moko en tant que professeur tokotangisa bana na biso bato tu otangi bakombo na bango balumumba total bakimbongi ba Simon Kimbangu tomoni bakipa vita tomoni bato ebele bakadafi bana bato ebele ba Winnie Mandela babundi bitumba bato minene ya Afrique babundi pona mboka oyo pona Afrique mais bana na biso bayebi histoire yango te bayebi bato wana te tokodoka bana même ya mikie mibale misato o bakomi parfois bambula na biso otuni bango Bweta Mbongo azalaki nani bato bayebi histoire ya Bweta Mbongo te mais ça faire partie de la culture na biso papa loba na biso tokokende na mboka oyo ndenge nini changement ke ala ndenge nini soki jusqu'à présent biloko tu yalika ya bapaya église yali ya bapaya kolia biloko ya bapaya monoko ya bapaya tozo tricher kaka ya bapaya complexe koti na bana biso tokobunda itumba ngo ndenge nini tonke to alanga ka na kati ya biloko ya bapaya na motuna wana vrai ya suka bamituna nyonso hein. Mais les autres dépendent quand na biso parce que dans bamboka misusu ya Afrika notamment l'Afrique ya l'Est bakoloba ke le Kiswahili et partout ba discours na Kiswahili ya l'État ba émission kotanga ba journaux l'école nous c'est na Kiswahili donc comme le la langue nationale au biso moko pe tant que ça qui congrès monene na Lagos na Nigeria festival deuxième festival ya ba art africain na ba wole soyinka ba to choisir que na ba ndinga to ko pona Afrika et vendre Kiswahili bon na biso aba na Congo so to décider to yeki to songisa Kiswahili na bana na biso moko na kopesa bino même mvula mobimba te bato nyonso bakoyiba Kiswahili bato nyonso parce que Kiswahili est le kola lingala yali ndinga bantu biso pe tozolo ba ndinga bantu donc c'est facile pour nous to yokola Kiswahili ngaki na Kenya na yibo na tongo na lwa Kiswahili te mais na poko na vando lobango parce na koyoka kaka na vando lobango balu ameyo lwa ki ango na tongo te pona ni jini na yeba kite yo kosa kama koyeba na kisema Kiswahili uzuri habari gani okomo na komo lo tu vois c'est facile parce que le kola une langue bantu surtout décider toko kokameto décider te to saka kabala francophonie la francophonie to pesa le kumu na ndinga lopoto na ndinga na biso moko to pesa le kumu te c'est ça le problème et zone d'influence et ya ba paya va coloniser biso culturellement mentalement mais il faut to song sabandinga na biso awa lingala munukutuba Kiswahili Chiluba en RDC Kiswahili etc. Photo yuko bandinga wana makasi te et suivi katoling par exemple le président Kagame ya Rwanda ba ba français te le kola bisope parce que colonie belge mais il y a le makambo wana esili la langue la plus importante dans le monde aujourd'hui est kaka anglais mais les Rwandais les ba yeba anglais facilement et ils parlent même anglais même à Bosani même le poto anglais la bossani français comment le kaka anglais parce que président a imposé à le fait moi ça il suffit qu'à décision politique sur lui na Congo tout ça là qui soit au moins d'un an batonyo so ba kolwa Kiswahili mais yuluma biala parfois yemba kana Kiswahili mapendo na kupenda c'est mapendo etc c'est l'amour na kupenda je t'aime bon est-ce que bango on apprend ça facilement et le kolaka ndinga tuzolo mais c'est vrai parce que tant que ça là l'état fédéral évidemment il faut tout le français les sous-souterrains sinon ou bien anglais ou c'est fini tu choisir qu'il soit élu mais évidemment tu gardes peu bandinga ngo ba chinois ba français ba anglais to yokola parce que mokimo bimba planétaire mobimba le kaka anglais etc. Donc, on a bongo. C'est facile à apprendre. Il faut tout ça. Qui réforme ming ma casse, la
surtout na bana bakoyoka la mathématique so expliquer na lopoto est très compliqué mais so bo traduire biloko yango na ndenge na bino moko bato bakoyoka lango facilement ça va très vite donc makambo c'est très compliqué etc. Bon maintenant il faut peut-être du complexe dans lopoto te so lo balingala o lo ya bien le kolanga ibote so lo ba munukutuba il faut le faire bien, le colangate. Solo qui soit la même chose. Solo anglais, il va pas anglais malam. Parce qu'il faut maîtriser ça. Parce que le français pas malam. Parce que c'est pas tellement le français, c'est ta pensée à toi. C'est comment tu penses, tu maîtrises la langue. Et kaka outil. Yo motobola mbonda, yo motobola guitare. Mais bien c'est guitare à beta guitare te. Yo motobeta guitare. Donc c'est le coup la moto à piano, piano à bêta piano de mon côté, yo moto et pianiste, yo moto bêta piano. Donc c'est ton habileté à maîtriser ça, à ne pas être victime, à exprimer ce que tu veux, bah sentiment na yo, au sentiment, bah sentiment na yo, yo makanisi na yo moto zo exprimer ngo na ndinga wana, mais esclave ndinga bato kwango ka l'espèce d'outil d'expression. C'est aussi un peu ça. Et parce que sinon ce que Senghor disait à peu près, j'enseigne le français au petit français. Donc, on peut bailler le potango bien, hein. Ouais, bailler bien, bien. Au lycée, on les battait même dans leur langue française, même à l'université. Hein. Devant nous battre Bango, Tati Loutard, à Bordeaux, il faisait les dissertations plus que les petits français. C'était connu, tu vois. Donc, au fond, c'est très complexe. Très complexe. On voit bien que ça gagne le rap. Parce que c'est éducation et l'indinga, et c'est très compliqué. On a les locaux là, c'est un peu rapide, mais il faut un cadre, des spécialistes, des cadres, des pédagogues. Il faut battre le macambo en go près. Ça fait partie du développement d'un pays aussi, c'est vrai. Le macambo développement. Les Chinois, ils ont leur langue, même si l'ambassadeur Mafoline ici parle bien français, mais il connaît le chinois. Tu vois, l'un n'exclut pas l'autre. Donc, le français, c'est même un avantage. Yo yebi ndinga na bango, bago yebi ndinga note. Donc, makamusu de kotola ndinga na biso bango yebi ango, et to ndinga na bango mise na biso te. Bako ko bomba biso le côté. Donc, on connaît tout. Donc, c'est un problème très complexe. J'aime vraiment me tourner à ma casse. Ça va se régler petit à petit selon les circonstances. Voilà, donc, chers professeurs, nous sommes à la fin de notre première partie de cette émission Convergence et Révolution culturelle. Il s'agissait ici de dire, de souhaiter une Afrique que nous voulons. Et la dernière question s'inscrit dans la philosophie de la citation justement de son Excellence, le président de la République démocratique du Congo, qui disait culture, art, patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Et donc la question sur la langue rentre aussi dans cette optique. Et il disait pour finir que justement le patrimoine, la culture, l'art nous permettront justement de faire un retour sur nos racines. Mesdames et messieurs, c'était Convergence et Révolution culturelle. Nous vous disons bonsoir.